Je suis Julius, 32 ans, un ingénieur logiciel qui a construit sa vie sur la logique et le code. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mes parents ont prononcé ces mots. Le plus grand cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Leur requête a brisé mon monde, mais je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises, pris mes clés, et j'ai fermé leurs portes comme un point final. Ce qui s'est passé ensuite a remodelé toute mon existence. Avant de continuer mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de trouver sa force lorsque la famille vous fait défaut. En grandissant dans la banlieue du Massachusetts, je croyais que nous étions la famille américaine parfaite. Mon père, Richard, travaillait comme avocat d'entreprise, tandis que ma mère, Martha, dirigeait une agence immobilière florissante. De l'extérieur, nous avions tout. Une maison coloniale avec une pelouse bien entretenue, des vacances en famille à Martha's Vineyard, et des cartes de vœux affichant nos visages souriants dans des tenues coordonnées. Mais sous cet extérieur soigné, se cachait une autre réalité, où tous les enfants n'étaient pas valorisés de la même manière. Les différences dans la façon dont ma sœur Stéphanie et moi étions traités ont commencé doucement. Quand je ramenais des A dans mes cours de mathématiques avancées, mes parents hochaient la tête en disant « C'est ce que nous attendons de toi ». Mais quand Stéphanie obtenait un B- en algèbre de base, ils allaient fêter ça dans son restaurant préféré. « Ta sœur travaille si dur, disait-il, nous devons reconnaître ses efforts. » À l'âge de 10 ans, je ne pouvais pas exprimer pourquoi cela me blessait si profondément. Les foires scientifiques sont devenues mon champ de bataille pour attirer l'attention. En 6e, j'ai construit un panneau solaire miniature fonctionnel qui alimentait une horloge numérique. Mon père y a jeté un coup d'œil avant de partir pour le spectacle de danse de Stéphanie, en disant « Projet intéressant, mais nous devons nous dépêcher, sinon nous allons rater le solo de ta sœur. » J'ai remporté la première place, mais mon trophée est resté ignoré sur mon bureau, tandis que les rubans de participation de Stéphanie pour la danse décoraient notre salon. Julius est naturellement doué, disait ma mère à ses amis, rejetant mes réussites comme étant sans effort, plutôt que le résultat de nuits passées jusqu'à minuit à lire des manuels avancés. Stéphanie doit travailler pour tout ce qu'elle obtient, ce qui forge le caractère. Ce récit m'a suivi tout au long du lycée. Mon succès était attribué à une capacité naturelle. Les efforts minimes de Stéphanie étaient loués comme de la détermination. Ma passion pour l'informatique a fleuri très tôt. À 14 ans, j'ai créé un programme rudimentaire qui aidait mon père à organiser les dossiers de ses clients. C'est bien, a-t-il dit, mais tu devrais te concentrer davantage sur l'équipe de débat ou le gouvernement étudiant, des choses qui te feront entrer dans une Ivy League. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour la programmation en tant que carrière, ma mère a soupiré. Les ordinateurs ne sont qu'une phase. Tu es destiné à quelque chose de plus prestigieux, comme le droit ou la médecine. Ma dernière année de lycée a apporté la décision universitaire qui allait élargir le fossé entre nous. Malgré mes notes parfaites au SAT et mon statut de major de promotion, j'ai choisi le programme d'informatique de l'Université d'État avec une bourse complète, plutôt que de m'endetter massivement pour Cornell. Le jour où j'ai annoncé ma décision, le visage de mon père s'est affaissé. « Nous t'avons donné tous les avantages, » a-t-il dit. « Et c'est comme ça que tu nous remercies, en manquant d'ambition. » C'est le choix pratique, ai-je expliqué. La même éducation, sans dette. Et leur département de programmation est en fait mieux classé. Pratique, a répété ma mère avec déception. Ça a toujours été ton problème, Julius. Tu ne cherches jamais à obtenir plus. 2 ans plus tard, lorsque Stéphanie a choisi un collège privé d'arts libéraux avec des classements médiocres et un prix exorbitant, mes parents rayonnaient de fierté. Elle suit son cœur, disait-il, et se fait des relations avec le bon type de personnes. Ils n'ont jamais mentionné les paiements de scolarité qui mettaient à rude épreuve leurs finances, alors que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes dépenses minimales malgré ma bourse. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une start-up technologique et j'ai rapidement progressé. À 28 ans, j'avais développé un algorithme de sécurité breveté, gagné un revenu substantiel, et acheté un appartement élégant dans le quartier de Back Bay à Boston. L'indépendance financière m'éloignait des critiques de mes parents, mais je cherchais toujours leur approbation d'une manière qui m'embarrassait. Chaque promotion ou prime devenait une nouvelle occasion de enfin les rendre fiers. Ils restaient indifférents. Les ordinateurs, disait mon père avec un geste de la main dédaigneux. Est-ce vraiment ce que tu veux faire pour toujours? Ton cousin Michael vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat.
La dynamique a changé lorsque Stéphanie, après avoir dérivé à travers plusieurs emplois dans le marketing, a commencé à fréquenter Bradley Whitmore. Les Whitmore possédaient une chaîne d'hôtels de luxe et évoluaient dans des cercles sociaux que mes parents avaient toujours aspiré à rejoindre. Soudain, l'ascension sociale de mes parents est passée à la vitesse supérieure. La famille de Bradley connaît le gouverneur, mentionnait ma mère à chaque conversation. Sa sœur a été présentée dans le magazine Boston dans la liste des 30 moins de 30 ans. Le sous-texte était clair, Stéphanie avait enfin fait quelque chose de bien, quelque chose de plus précieux que n'importe laquelle de mes réussites. Lors d'un rare dîner de famille célébrant ma promotion au poste de développeur principal, mon père a interrompu mon explication de l'expansion de notre entreprise pour demander « As-tu envisagé d'obtenir un titre qui sonne plus impressionnant ?» Développeur ne transmet pas vraiment l'autorité. Plus tard ce soir-là, alors que Stéphanie montrait des photos de son week-end au chalet familial des Whitmore au bord du lac, mes parents se sont penchés avec une attention captivée. « Julius, a dit ma mère, sans quitter les photos des yeux, tu devrais laisser Taylor, l'ami de Stéphanie, te donner des conseils de mode. Les premières impressions sont importantes dans ce monde. » Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, j'ai réalisé une vérité douloureuse. Aucune réussite ne serait jamais suffisante, car mes succès n'étaient pas la monnaie qu'ils valorisaient, statut social, connexion, et apparence. Pourtant, une partie tenace de moi croyait encore que je pourrais éventuellement gagner leur respect à mes propres conditions. Je n'avais aucune idée à quel point cet espoir serait complètement brisé, ni à quel point ce serait bientôt. L'annonce des fiançailles a eu lieu lors d'un dîner élaboré au Ristorante Milano, le genre d'endroit où les menus n'affichent pas les prix et où les serveurs parlent à voix basse. Mes parents avaient mystérieusement insisté sur ma présence, appelant 3 fois pour confirmer que je prendrais congé. C'est une occasion familiale spéciale, a souligné ma mère. Ta présence est non négociable. Je suis arrivé et j'ai trouvé toute la famille élargie de Bradley présente, parents, grands-parents, frères et sœurs, et même un oncle qui était arrivé de Londres. Quand Stéphanie s'est levée en tapotant son verre en cristal et que Bradley s'est agenouillé, présentant un diamant qui captait chaque lumière dans la pièce, j'étais sincèrement heureux pour elle malgré notre relation compliquée. À ma sœur, ai-je dit pendant le tour des toasts, levant mon verre sincèrement. Que votre nouvelle vie ensemble vous apporte toute la joie que vous méritez. Je pensais sincèrement chacun de ces mots. Après le dîner, Bradley m'a approché au bar. Julius, a-t-il dit, tapotant mon épaule avec un air décontracté et étudié. Stéphanie me dit que tu fais quelque chose avec les ordinateurs. Je suis ingénieur logiciel spécialisé en cybersécurité, ai-je répondu. Fascinant, a-t-il dit, clairement désintéressé. Mon entreprise utilise un gars en Inde pour nos trucs de site web. Ça permet d'économiser une fortune. Il s'est penché plus près. Entre nous, combien gagne réellement quelqu'un à ton poste ? Un chiffre approximatif ? Avant que je puisse répondre, il a continué, parce que je pensais à créer une fondation caritative pour les jeunes défavorisés intéressés par les métiers techniques. Ce serait peut-être quelque chose à quoi tu pourrais contribuer. La condescendance était manifeste. Dans le monde de Bradley, ma carrière était un métier technique, pas une profession exigeant des diplômes supérieurs et des connaissances spécialisées. Je me suis excusé et j'ai trouvé ma mère en pleine conversation avec la mère de Bradley. Julius, a-t-elle dit, avec une vivacité excessive. J'étais juste en train de parler à Eleanor de tes rénovations d'appartement. L'appartement est très bien comme il est, ai-je corrigé. Je n'ai fait aucune rénovation. Ma mère a ri nerveusement. Toujours aussi modeste. Il a complètement réinventé l'espace, engagé l'un des meilleurs designers de Boston. Cette nuit-là a marqué le début d'un nouveau modèle, mes parents me réinventaient pour correspondre aux attentes de la famille Whitmore. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont intensifiés, de même que leurs efforts pour polir mon image. Nous t'avons programmé un essayage chez Milano Taylor, a annoncé mon père lors d'une visite inattendue à mon appartement. La famille de Bradley les a recommandés pour les costumes des garçons d'honneur. Je ne suis pas garçon d'honneur, ai-je fait remarquer. Eh bien, tu auras besoin d'un costume approprié de toute façon, a-t-il dit, balayant mon salon du regard avec une déception à peine dissimulée. Et peut-être de nouveaux meubles avant la fête de fiançailles ici le mois prochain. Fête ici ? C'est la première fois que j'entends parler d'organiser quoi que ce soit. Ton appartement est très central, a coupé ma mère. Et nous pensions que ce serait bien de montrer aux Whitmore que toute notre famille a du goût.
Elle a accentué le dernier mot en jetant un coup d'œil à mon canapé confortable mais ordinaire. La pression a continué de monter. Ma mère m'envoyait des SMS quotidiens avec des suggestions, allant des recommandations de coiffure au coach de discours qui pourraient m'aider à affiner ma présentation. Mon père envoyait des liens vers des montres de luxe qui feraient la bonne impression lors des événements du mariage. Puis vint le défilé des femmes. D'abord, ils ont invité Caroline, la cousine de Bradley, à se joindre à notre dîner de famille. Quel esprit brillant, s'est exclamée ma mère après coup. Elle termine son doctorat en histoire de l'art à Harvard. Tu ne l'as pas trouvée fascinante? Lorsque j'ai mentionné que nous avions peu en commun, ma mère a soupiré dramatiquement. Tu as besoin d'élargir tes centres d'intérêt, Julius. Personne ne veut entendre parler d'algorithmes informatiques toute la soirée. Vint ensuite Elisa, fille du partenaire commercial de la famille de Bradley. Puis Victoria, qui siégeait à 3 conseils de bienfaisance prestigieux. Chaque présentation venait avec la même attente transparente, que je me transformerais en quelqu'un digne de ces relations. La situation a culminé lors de la fête de fiançailles organisée à l'hôtel et non à mon appartement, après mon refus. Stéphanie m'a tiré à part pendant l'événement, l'expression tendue. Tu ne peux pas faire plus d'efforts, a-t-elle sifflé. Les parents de Bradley t'ont remarqué en train de vérifier ton téléphone pendant le toast de son père. J'ai reçu une alerte concernant une potentielle faille de sécurité au travail, ai-je expliqué. Je m'assurais que nos systèmes n'étaient pas compromis. C'est exactement ce dont maman et papa parlent, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas les priorités. Cette soirée est importante pour moi, et tu penses au travail. Je comprends les priorités, ai-je rétorqué. J'ai priorisé le fait d'être ici malgré une urgence professionnelle. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Son visage s'est adouci momentanément. Julius, je veux que tu fasses partie de ça, mais tu rends les choses tellement difficiles lorsque tu refuses de faire des efforts avec la famille de Bradley. Qu'est-ce qui serait considéré comme faire un effort, exactement? Faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Elle n'a pas répondu directement. Le plan de table du dîner de répétition est déjà si compliqué. Bradley a 4 garçons d'honneur plus la famille venant de l'étranger. L'implication planait entre nous, je devenais un inconvénient logistique. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage adressée uniquement à Julius Montgomery, sans et invité. La même semaine, ma mère a mentionné négligemment que je n'avais pas été inclus dans les photos de fiançailles à cause de limitation d'espace au studio. Puis vint la nouvelle que l'enterrement de vie de garçon était réservé uniquement aux membres de la noce, et que le brunch familial était uniquement pour la famille immédiate et la noce. Un par un, j'étais effacé des célébrations, présent seulement lorsque c'était absolument nécessaire, et toujours avec l'instruction tacite de prendre moins de place, de parler moins souvent, et de devenir invisible tout en étant physiquement présent. Puis vint le vendredi soir, 3 mois avant le mariage, où tout a finalement explosé. Cette soirée a commencé, assez innocemment, par un autre dîner de famille, cette fois-ci avec les parents de Bradley se joignant à nous chez mes parents. La conversation a porté sur des sujets sur le lieu du mariage, les plans de lune de miel à Bora Bora, et le dernier essayage de robe de Stéphanie prévu pour la semaine suivante. J'ai contribué lorsque c'était approprié, sinon, je me suis concentré sur le plaisir de déguster le rôti de ma mère, un rare repas fait maison dans sa campagne pour impressionner les Whitmore. Au moment où le dessert était servi, le père de Bradley, Harold, s'est raclé la gorge. Richard, Martha, il y a quelque chose dont Eleanor et moi voulions discuter concernant la réception. Mon père s'est immédiatement redressé sur sa chaise. Bien sûr, absolument tout. Nous avons finalisé la liste des invités de notre côté, a poursuivi Harold. Et comme vous le savez, j'ai invité plusieurs collègues du secteur hôtelier, y compris 2 anciens gouverneurs et un sénateur. Des connexions merveilleuses, a hoché la tête ma mère avec enthousiasme. Oui. Eh bien, Harold m'a regardé brièvement. Certains de ces individus sont plutôt traditionnels, soucieux de leur image, pourrait-on dire. La température dans la pièce a semblé chuter. J'ai posé ma fourchette, soudain conscient que la conversation avait dérivé vers quelque chose me concernant. Nous comprenons parfaitement, a dit mon père rapidement, bien que rien d'explicite n'ait été déclaré. Eleanor Whitmore a tapoté ses lèvres avec une serviette avant d'ajouter « Nous avons toujours enseigné à Bradley que le caractère compte par-dessus tout, et nous ne jugeons certainement pas les gens en fonction de leur choix non conventionnels. » Un autre regard dans ma direction. Mais certains de nos invités pourraient ne pas être si ouverts d'esprit.
De quoi parlons-nous exactement ici, ai-je demandé directement. Un silence inconfortable s'en est suivi jusqu'à ce que Bradley prenne la parole. Julius, ce n'est rien de personnel. C'est juste que certaines de ces personnes sont très importantes pour les affaires de ma famille, et elles ont certaines attentes concernant le type d'événement que ce sera. Des attentes auxquelles je ne réponds pas, en quelque sorte. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de larmes. Julius, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tout le monde essaie juste de s'assurer que le mariage se passe parfaitement. En suggérant quoi, exactement, ai-je insisté. Peut-être, a dit Eleanor délicatement, pourrais-tu faire quelques ajustements pour l'occasion. Une coupe de cheveux plus traditionnelle, un smoking classique plutôt que n'importe quel style moderne que tu pourrais préférer. Ma coupe de cheveux était un style professionnel standard, et je n'avais jamais mentionné de préférence de smoking. C'étaient simplement des substituts pour leurs véritables préoccupations, que je ne corresponde pas à leur image idéale. Julius, a plaidé Stéphanie, essaie juste de faire plus d'efforts, s'il te plaît. C'est le jour le plus important de ma vie. Le repas s'est terminé avec des politesses forcées, et alors que les Whitmore se préparaient à partir, mon père m'a tiré à part. « Attends dans mon bureau », a-t-il dit doucement. « Ta mère et moi devons te parler. » 20 minutes plus tard, après avoir raccompagné la famille de Bradley, mes parents sont entrés dans le bureau lambrissé où j'avais passé d'innombrables heures de mon enfance à regarder mon père travailler, espérant quelques miettes de son attention. Julius, a commencé mon père, d'une hésitation inhabituelle. Tu comprends à quel point ce mariage est important pour Stéphanie. Et pour vous, ai-je ajouté. Il a ignoré mon commentaire. Les Whitmore évoluent dans des cercles auxquels nous avons toujours aspiré. Cette connexion pourrait tout changer pour notre famille. Richard, a coupé ma mère. Soyons directs. Elle s'est tournée vers moi, son expression, un mélange de détermination et d'autre chose, peut-être de la culpabilité. Julius, nous avons toujours été fiers de toi, à notre manière, mais tu dois admettre que tu as toujours été différent. Différent comment? Tu sais ce que nous voulons dire, a-t-elle poursuivi. Tu ne t'es jamais vraiment intégré au genre de personnes que fréquentent les Whitmore. Tes centres d'intérêt, tes choix de carrière, même ta manière de parler, tout cela est juste un peu rebutant pour leur cercle. Mon père s'est penché en avant. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que ta présence au mariage pourrait créer des tensions. Non pas à cause de quelque chose qui ne va pas chez toi, a-t-il ajouté rapidement, mais à cause de la façon dont les autres pourraient te percevoir. Alors, que demandez-vous exactement, ai-je dit, bien que je le savais déjà. Mon père a pris une profonde inspiration. Si tu veux vraiment faire à ta sœur un cadeau qui rendrait son jour de mariage parfait, il a marqué une pause. Peut-être que le plus grand cadeau serait que tu ne sois pas là. Les mots ont frappé comme un coup physique. Si tu pouvais disparaître de notre réunion de famille, a ajouté ma mère, sa voix étrangement calme. Juste pour cette journée-là, cela rendrait les choses tellement plus faciles pour tout le monde. Disparaître, ai-je répété, le mot sonnant creux dans ma bouche. Du mariage de ma sœur. De la famille, juste pour cette occasion, a clarifié mon père, bien que sa clarification n'ait fait qu'empirer les choses. Et si je refuse? Ma mère a soupiré. Alors tu seras responsable de tout inconfort ou embarras qui s'ensuivra. Est-ce vraiment ce que tu veux pour la journée spéciale de Stéphanie? À cet instant, avec une clarté parfaite, j'ai compris que rien de ce que j'avais jamais fait, aucune réussite scolaire, aucun succès professionnel, ni croissance personnelle ne me rendrait jamais vraiment acceptable à leurs yeux. La réalisation était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Je vois, fut tout ce que j'ai dit en me levant de ma chaise. Julius, a appelé mon père alors que j'atteignais la porte. Sois raisonnable. Ce n'est pas pour toujours, juste. Juste pour toujours, ai-je terminé pour lui. C'est ce que vous demandez vraiment. Parce que si je ne suis pas le bienvenu à l'événement familial le plus important, alors je ne suis pas vraiment de la famille du tout. J'ai conduit en silence jusqu'à chez moi. Pas de musique, pas d'appel téléphonique, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et ma propre respiration. Mon appartement, habituellement un sanctuaire, me semblait soudain étranger, un espace rempli de souvenirs de recherche d'approbation qui ne viendraient jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé d'amis pour me confier. Au lieu de cela, je me suis assis sur mon balcon jusqu'au lever du soleil, observant les lumières de la ville et prenant la décision la plus importante de ma vie. Au matin,
je savais exactement ce que je devais faire. Si disparaître était le plus grand cadeau que je pouvais offrir, alors je le ferais complètement, minutieusement, et à mes propres conditions. Le plan s'est formé avec une clarté inattendue alors que je regardais le soleil se lever depuis mon balcon. Si ma famille voulait que je disparaisse, je m'exécuterais, mais pas avec la demi-mesure qu'ils attendaient. Non, ce serait une rupture complète, un nettoyage qui ne laisserait aucun doute sur qui avait fait le choix et ce que cela signifiait. Premièrement, les questions pratiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au compte d'investissement familial que mes parents avaient établi il y a des années. Initialement destiné à nous trois, mes parents, Stéphanie, et moi, il avait augmenté substantiellement grâce à mes contributions, en particulier après la vente du brevet de mon algorithme de sécurité. Bien que nous ayons tout accès, j'étais le gestionnaire principal, car mon expertise financière dépassait la leur. Le solde du compte s'élevait à un peu plus de 400 000 $. J'ai soigneusement transféré mes contributions documentées, soit 326 000 $, plus les intérêts courus, sur mon compte personnel. Le solde restant, y compris tous les investissements de mes parents, je l'ai laissé intact. Il ne s'agissait pas de prendre ce qui ne m'appartenait pas, il s'agissait de récupérer ce qui était mien. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier, Maria. « Julius, quelle surprise de te parler un samedi matin », a-t-elle dit joyeusement. « Je vends mon appartement. » Immédiatement, lui ai-je dit. « J'accepterai la première offre raisonnable. »« Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ça ira », ai-je répondu. « À quelle vitesse pouvons-nous le mettre en vente ?» L'appartement que mes parents avaient utilisé comme leur vitrine, amenant des amis sans préavis, organisant de petites réunions chaque fois qu'ils visitaient Boston, appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. L'espace qu'ils avaient simultanément critiqué, un appartement de célibataire, et dont ils s'étaient vantés dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Boston, cesserait d'être leur accessoire social. Le lundi matin, l'appartement était mis en vente. Le mercredi, j'avais 3 offres. Le vendredi, j'en ai accepté une pour un prix légèrement supérieur au prix demandé, avec une clôture dans 30 jours. La rapidité de la transaction correspondait à la clarté que je ressentais quant à ma décision. Pendant ce mois, j'ai méthodiquement déconnecté chaque fil qui me reliait à la toile de ma famille. Je me suis retiré comme bénéficiaire des polices d'assurance vie de mes parents. J'ai officiellement démissionné de ma position symbolique au conseil d'administration de la fondation caritative de mon père. J'ai transféré mes actions votantes dans l'agence immobilière de ma mère, de retour à elle. Chaque lien coupé était comme enlever un poids que je n'avais pas réalisé porter. Chaque signature sur les documents légaux était comme récupérer un morceau de moi-même. La tâche la plus difficile fut de trier mes possessions. L'appartement qui avait semblé si minimaliste a soudainement révélé ses attaches cachées, des livres que mon père m'avait donnés avec des inscriptions qui semblaient autrefois significatives, révélées maintenant comme performatives, des photos de famille où mon sourire n'atteignait jamais tout à fait mes yeux, des cadeaux de Noël qui reflétaient ce qu'il souhaitait que je sois plutôt que qui j'étais réellement. J'ai emballé seulement ce qui comptait vraiment, mon équipement informatique, des vêtements que j'avais choisis pour moi-même plutôt que pour plaire aux autres, des livres qui avaient façonné ma pensée, et une petite boîte de souvenirs authentiques, le gland de ma remise de diplôme universitaire, un caillou d'une randonnée solitaire dans le New Hampshire, une carte d'anniversaire de Marcus qui disait simplement « fier de te connaître ». Le reste, je l'ai donné ou vendu, me débarrassant des couches d'une vie construite autour de la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais. Lors de ma dernière inspection de l'appartement vide, mes pas résonnaient contre les planchers de bois franc. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres nues, illuminant des murs maintenant dépouillés d'œuvres d'art et de souvenirs. Cet espace qui avait été témoin de mes tentatives de bâtir une vie indépendante tout en orbitant autour des attentes de ma famille, se tenait maintenant vide, une ardoise propre pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis tenu à l'entrée une dernière fois, les clés lourdes dans ma main. La symbolique ne m'a pas échappé. Ces clés avaient représenté la réussite, la stabilité et l'âge adulte. Maintenant, elles représentaient autre chose, l'incarnation physique des liens que je choisissais de briser. Au bureau du gestionnaire immobilier, je les ai remises avec un étrange sentiment de cérémonie. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, cela a ressemblé à un point final, la ponctuation de fin d'un chapitre que je n'avais pas réalisé devoir se terminer. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un courriel bref et formel à mes parents. Comme demandé, je n'assisterai pas au mariage de Stéphanie. Pour m'assurer que ma disparition est complète et ne cause aucune complication supplémentaire,
j'ai pris des mesures pour me retirer des enchevêtrements financiers familiaux. Mon appartement a été vendu. Veuillez adresser toute communication nécessaire par l'intermédiaire de mon avocat, dont les coordonnées sont ci-jointes. Je souhaite à Stéphanie tout le bonheur dans son mariage. Julius. Je m'attendais à une protestation immédiate, des appels téléphoniques en colère, ou des demandes d'explications. Au lieu de cela, le silence s'est étiré pendant des semaines. Pas d'appel, pas de courriel, pas de SMS demandant où j'étais parti ou pourquoi j'avais pris des mesures aussi dramatiques. Leur silence confirmait ce que leurs paroles avaient suggéré, mon absence était bien le cadeau qu'ils préféraient. Pendant ces semaines, j'ai systématiquement effacé mon empreinte numérique là où elle se connectait à la famille. J'ai supprimé les comptes de médias sociaux qu'ils suivaient. J'ai changé mon adresse électronique et mon numéro de téléphone, fournissant les nouvelles coordonnées uniquement à ceux en qui j'avais vraiment confiance. J'ai mis en place le renvoi de courrier vers une boîte postale pendant que je décidais où déménager. Marcus était la seule personne à qui j'ai tout raconté. Au dîner chez lui, loin de toute connexion familiale. Mon Dieu, Julius, a-t-il dit quand j'ai fini. C'est au-delà du dysfonctionnel. C'est de l'abus émotionnel. Vraiment, ai-je demandé, sincèrement incertain. Des années de normalisation avaient brouillé ma compréhension des dynamiques familiales saines. Oui, a-t-il dit fermement. Les parents normaux ne demandent pas à leur enfant de disparaître, peu importe l'enjeu. Sa validation a relâché quelque chose en moi, un souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Pour la première fois depuis ce dîner, je me suis permis de pleurer, les épaules secouées par le chagrin de perdre non seulement mes liens familiaux actuels, mais l'espoir qu'il me verrait et m'accepterait un jour. Marcus s'est assis à côté de moi, la main sur mon épaule, ne disant rien parce que rien n'avait besoin d'être dit. Dans son soutien silencieux, j'ai trouvé plus de famille que je n'en avais jamais eu dans la maison où j'avais grandi. À l'approche de la date du mariage, j'ai reçu mon premier contact de la sphère familiale. Non pas de mes parents ou de ma sœur, mais de mon cousin Tyler. Ils disent à tout le monde que tu as fait un break mental et que tu as eu besoin de te retirer de la vie publique, m'a-t-il envoyé par SMS. Je pensais juste que tu devrais savoir quelle histoire il raconte. Je l'ai remercié pour l'information, mais je me suis senti étrangement impassible. Leur histoire en révélait plus sur eux que sur moi. Pour la première fois, je ne me suis pas senti obligé de corriger l'histoire ou de défendre ma réputation dans leur cercle social. Leur opinion, et les opinions de quiconque croirait une telle histoire sans poser de questions, n'avaient plus d'importance. La veille du mariage, je me suis enregistré dans un petit chalet dans les bois du Vermont, loin de tout service cellulaire ou Internet. Le symbolisme était intentionnel. Pendant qu'ils célébraient une union partiellement construite sur les apparences et l'ascension sociale, j'allais communier avec quelque chose de réel et d'immuable. Debout sur le porche du chalet ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes dans des nuances d'orange et de violet, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la certitude tranquille que j'avais fait le bon choix. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait construit sur la vérité plutôt que sur le faux semblant, sur la réalité plutôt que sur l'apparence. J'avais disparu, comme demandé, mais dans cette disparition, je commençais à me retrouver. Le jour du mariage de Stéphanie, je me suis réveillé avant le lever du soleil dans le chalet du Vermont. Les montagnes étaient enveloppées de brume matinale, créant un paysage d'un autre monde qui correspondait à mon étrange état émotionnel. Aujourd'hui, ma sœur allait épouser la famille que mes parents avaient toujours aspiré à rejoindre, et je serais ostensiblement absent, un fantôme au festin, présent seulement dans les explications chuchotées de la raison pour laquelle le frère de la mariée était introuvable. J'ai passé la matinée à faire de la randonnée, poussant mon corps sur des sentiers escarpés jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que la sueur traverse ma chemise. Malgré l'air frais, l'effort physique m'a empêché de trop m'attarder sur des scènes imaginées du mariage, la fière marche de mon père dans l'allée avec Stéphanie, le sourire larmoyant de ma mère pendant les vœux, la chaise vide à la table familiale que personne n'admettrait. Dans l'après-midi, j'avais grimpé assez haut pour perdre complètement le service cellulaire. Assis sur un affleurement rocheux surplombant la vallée, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement détaché des attentes familiales, des obligations et des déceptions. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Alors que le soleil commençait sa descente, je suis retourné au chalet. Juste au moment où j'atteignais la clairière, j'ai vu une voiture familière garée à côté de la mienne. Marcus était arrivé de Boston. Il se tenait sur le porche,
un pack de 6 bières artisanales dans une main et une boîte de pizza dans l'autre. Je me suis dit que tu ne devrais pas être seul aujourd'hui, a-t-il dit simplement. Nous nous sommes assis sur le porche alors que le crépuscule s'installait sur la forêt, buvant de la bière et mangeant de la pizza dans un silence confortable. Finalement, Marcus a parlé. Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? J'ai hésité. Je ne suis pas sûr. Si, a-t-il insisté doucement. Non pas parce que tu regrettes ta décision, mais parce que tu as besoin de tourner la page. Il avait raison. Bien sûr, la question avait plané aux limites de ma conscience toute la journée. Marcus a pris une longue gorgée de sa bière. J'ai une cousine qui travaille à l'hôtel. Elle m'a envoyé des mises à jour, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Le chaos, a-t-il dit simplement. Pas la cérémonie elle-même, qui s'est déroulée sans accroc, mais la réception fut une autre histoire. Les gens n'arrêtaient pas de poser des questions à ton sujet, les amis du club de lecture de ta mère, les collègues de ton père, même la famille élargie de Bradley qui avait entendu parler du frère tech et à succès de Stéphanie. Ton absence était remarquable. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, que les gens remarqueraient, qu'ils poseraient des questions. Dans le récit de ma famille, j'avais toujours été périphérique, facilement écarté. Mais peut-être que j'existais plus fermement dans la compréhension des autres de notre famille que dans la mienne. Tes parents n'arrêtaient pas de donner des explications différentes, continua Marcus. D'abord, c'était une urgence professionnelle, puis, une vague maladie, ensuite, un engagement prévu qu'on ne pouvait pas annuler. Les histoires se contredisaient, et les gens l'ont remarqué. Une petite partie blessée de moi se sentait justifiée par cela. Leur tentative de m'effacer avait créé une absence plus visible que ma présence n'aurait pu l'être. Le véritable coup de théâtre est arrivé pendant le toast de Stéphanie, a dit Marcus. Elle avait clairement bu quelques verres de champagne, et soudain, elle a parlé de son grand frère qui lui avait appris à faire du vélo, et à quel point elle souhaitait que tu sois là. Elle a commencé à pleurer, demandant à tes parents pourquoi tu n'étais vraiment pas là. En plein milieu de son toast, devant tout le monde. J'ai grimacé en imaginant la scène. Malgré tout, je n'avais pas voulu gâcher la journée de Stéphanie. La mère de Bradley a pris le microphone et est passée en douceur à son propre toast, a terminé Marcus. Mais le mal était fait. Les gens chuchotaient. Tes parents avaient l'air mortifiés. J'ai réfléchi à cette information, surpris par mes propres sentiments mitigés. Il y avait une certaine satisfaction sombre à savoir que leur récit soigneusement construit s'était effondré, mais aussi une culpabilité inattendue face à la nature publique de l'effondrement. Comment sais-tu tout cela, ai-je demandé. Je t'ai dit que ma cousine travaillait. Non, ai-je interrompu. Comment connais-tu les détails du toast de Stéphanie? Ta cousine n'aurait pas pu entendre ça depuis la cuisine. Marcus a brièvement détourné le regard. J'étais là. Quoi? Comment? Bradley m'a invité, a-t-il admis. Nous sommes allés à la même école préparatoire, tu te souviens? Quand il a découvert que j'étais ton meilleur ami, il a appelé et m'a demandé de venir. Je crois qu'il essayait d'avoir quelqu'un là pour toi, d'une certaine manière. Cette révélation m'a stupéfié. Bradley, que j'avais rejeté comme un autre mondain obsédé par le statut, avait fait preuve de plus de considération pour mes sentiments que mes propres parents. Ils t'ont vu là-bas? Tes parents? Oh, oui, Harry Marcus. Ton père a failli s'étouffer avec son champagne. Ta mère a essayé de me coincer pendant le cocktail pour me soutirer des informations sur où tu étais. J'ai fait l'idiot. Nous sommes retombés dans le silence, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait. Le mariage était terminé maintenant. Stéphanie et Bradley devaient être en train de danser, de couper le gâteau, se préparant à partir pour leur lune de miel. Mes parents devaient être en train de réseauter avec les relations de la famille de Bradley, transformant peut-être déjà le moment de ma sœur en leur propre opportunité d'ascension sociale. Et j'étais ici, sous le vaste ciel du Vermont, sentant les premières et fragiles vrilles de la liberté prendre racine. Et maintenant, a demandé Marcus finalement. Maintenant, ai-je dit, je construis quelque chose de nouveau. Les semaines qui ont suivi le mariage se sont déroulées dans un calme étrange et suspendu. Je suis resté dans le Vermont, prolongeant ma location de chalet de mois en mois pendant que je réfléchissais aux prochaines étapes. Le produit de la vente de mon appartement m'a donné une marge de manœuvre financière, et mon entreprise a accepté de me laisser travailler à distance temporairement. Puis, 17 jours après le mariage,
le silence s'est rompu. Mon téléphone, le nouveau numéro que seule une poignée de personnes possédaient, s'est allumé avec un SMS de Tyler. Attention, le barrage a cédé. Attends-toi à être contacté. En quelques heures, ma boîte de réception de courriel a été inondée. D'abord, ma tante Patricia, Julius. Quel que soit le désaccord que tu as avec tes parents, manquer le mariage de ta seule sœur est impardonnable. Puis mon oncle Henri, ton comportement a jeté la honte sur toute la famille. Tes parents méritent mieux. Cousins, famille, amis, même la colocataire de collège de ma mère, tous exprimant choc et déception face à ma décision égoïste et immature. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était réellement passé. Aucun d'eux n'avait pris la peine de demander. Le lendemain, le premier contact direct est arrivé, un courriel de mon père. Julius, ta disparition théâtrale a eu l'effet désiré, un embarras maximum pour ta mère et moi. Si ton intention était de nous punir pour avoir suggéré un ajustement mineur pour le jour spécial de ta sœur, tu as réussi au-delà de toute mesure. Les Whitmore ont été compréhensifs, mais nous pourrions ne jamais nous remettre des dommages causés à d'autres relations importantes. Tu as poussé les choses beaucoup trop loin. Vendre ton appartement, retirer les fonds des comptes familiaux. Ce sont les actions de quelqu'un qui fait une crise, pas d'un adulte rationnel. Nous attendons de toi que tu répondes immédiatement à ce courriel avec ton adresse et ton numéro de téléphone actuel. Cette crise de colère enfantine a assez duré. Papa. Ces mots révélaient tout. Aucune reconnaissance de m'avoir dit de disparaître pour toujours. Aucune reconnaissance du fait qu'il m'avait rejeté, et non l'inverse. Aucune excuse, juste de la colère que j'ai pris leurs paroles au sérieux et que j'ai agi en conséquence. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ma mère a essayé. Chérie, nous sommes inquiets pour ton bien-être. Cette réaction extrême suggère que tu pourrais être confronté à des problèmes de santé mentale. Nous ne voulons que ce qui est le mieux pour toi et pouvons te recommander plusieurs excellents thérapeutes à Boston. Stéphanie est dévastée par ton absence. Elle est rentrée plus tôt de sa lune de miel car elle était trop bouleversée pour profiter de Bora Bora. Est-ce ce que tu voulais? S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions discuter de cela en famille. Quel que soit le malentendu qui ait eu lieu, je suis sûr que nous pouvons le résoudre ensemble. Avec amour, maman. La manipulation psychologique était si transparente qu'elle en aurait été risible si elle n'avait pas été si douloureuse. La suggestion que j'avais mal compris leur demande explicite de disparaître. L'implication que ma réaction indiquait une instabilité mentale plutôt que le respect de soi. La manipulation émotionnelle concernant Stéphanie. Tout cela était si familier. Je n'ai pas non plus répondu à ce courriel. Finalement, Stéphanie elle-même m'a contacté. Julius, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa ne veulent pas me donner de réponse claire sur la raison de ton absence à mon mariage. Ils ne cessent de dire que tu traverses quelque chose, mais ne veulent pas donner de détails. Quoi qu'ils aient fait ou dit, je suis désolé. Je sais comment ils peuvent être. Mais mon frère me manque. S'il te plaît, parle-moi. Steph. Son message m'a fait réfléchir. Il y avait une confusion sincère là-dedans, suggérant que nos parents ne lui avaient pas parlé de notre conversation de cette nuit-là. Peut-être ne savait-elle vraiment pas ce qui s'était passé. Après mûre réflexion, j'ai envoyé une brève réponse. Stéphanie, demande-leur ce qu'ils m'ont dit être le plus grand cadeau que je pouvais t'offrir pour ton mariage. Demande-leur directement, et insiste pour avoir une réponse honnête. Je suis heureux que tu aies trouvé le bonheur avec Bradley. Julius. Je n'ai plus eu de ces nouvelles pendant 2 mois. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de Tyler, j'ai appris le drame familial en cours. Les Whitmore, loin d'être compréhensifs quant à mon absence, avaient été profondément mal à l'aise avec les explications contradictoires. Le père de Bradley avait directement demandé au mien s'il y avait des problèmes de santé mentale dans la famille qu'il devrait connaître. Les tentatives de mes parents de s'intégrer dans le cercle social des Whitmore avaient stagné, plusieurs invitations ne se matérialisant mystérieusement pas. Plus surprenant, Stéphanie avait apparemment commencé à défier nos parents d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Selon Tyler, elle les avait affrontés lors d'un dîner de famille, exigeant de savoir exactement ce qu'ils m'avaient dit. Quand ils ont minimisé leurs mots, elle était partie, la première fois qu'elle leur avait ouvertement désobéi. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai pris ma décision. J'ai accepté une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Seattle,
aussi loin de Boston que je pouvais raisonnablement aller tout en restant aux États-Unis contigus. J'ai trouvé un appartement dans un gratte-ciel du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond et des vues sur le Puget Sound. J'ai commencé à construire une vie complètement détachée des attentes et des limites de ma famille. Et pourtant, l'ombre persistait. Dans les moments de calme, la douleur ressurgissait inopinément, en déballant un livre que mon père m'avait donné et qui s'était accidentellement retrouvé dans mes cartons, en entendant une chanson qui me rappelait les voyages en voiture de mon enfance, ou en voyant une femme qui ressemblait à Stéphanie dans un café. Ces moments sont devenus moins fréquents au fil des mois, mais ils n'ont jamais complètement disparu. 6 mois après le mariage, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à 3000 miles de distance, j'ai reçu un autre courriel de mon père, le premier contact après des mois de silence. Julius, ta mère et moi avons réfléchi aux événements récents. Nous avons peut-être parlé de manière hâtive concernant ta présence au mariage de Stéphanie. Si nos paroles t'ont causé de la douleur, ce n'était pas notre intention. Nous aimerions ouvrir un dialogue sur le rétablissement du contact. Thanksgiving approche, et ton absence serait remarquée. Cordialement, papa. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement dit. Aucune excuse sincère, et toujours la préoccupation des apparences mon absence étant remarquée plutôt que ressentie ou regrettée. J'ai fermé le courriel sans répondre et j'ai regardé la ligne d'horizon de Seattle scintiller dans la lumière du soir. Leurs mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme autrefois. J'avais disparu comme demandé, mais dans cette disparition, j'avais trouvé quelque chose d'inattendu, le début de la guérison. Seattle m'a accueilli avec sa pluie fraîche et ses ciels gris, une ville où la réinvention semblait intégrée à l'ADN culturel. Mon nouveau poste d'architecte de sécurité principal chez Horizon Tech offrait des défis qui maintenaient mon esprit engagé et des collègues qui valorisaient mon expertise sans qualification. Pour la première fois dans ma vie professionnelle, je ne travaillais pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même. Mon appartement au 23e étage est devenu une toile pour créer un espace qui reflétait qui j'étais vraiment, plutôt que qui je pensais que les autres voulaient que je sois. Fini les meubles lisses et impersonnels qui avaient rempli mon appartement de Boston, choisis davantage pour leur capacité à impressionner les visiteurs que pour le confort. Au lieu de cela, j'ai choisi des pièces qui m'apportaient un plaisir sincère, un fauteuil en cuir usé parfait pour la lecture, des étagères industrielles qui présentaient ma collection éclectique de manuels techniques et de romans de science-fiction, et de l'art abstrait dans des couleurs qui m'énergisaient plutôt que de me calmer. Marcus est venu me rendre visite 3 mois après mon déménagement, sifflant avec appréciation en admirant la vue du Puget Sound depuis mon salon. Cet endroit est vraiment toi, a-t-il observé, passant sa main sur la table à manger en bois récupéré que j'avais commandé à un artisan local. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ton appartement de Boston était comme un hôtel. Impressionnant, mais impersonnel. Ça, il a fait un geste autour, porte tes empreintes. Ça a l'air vivant. Son observation m'a profondément marqué. J'avais passé des années à créer des espaces et une vie conçue pour gagner l'approbation plutôt que pour refléter l'authenticité. Pas étonnant que rien ne se soit jamais senti tout à fait juste. La visite de Marcus a cimenté son rôle de frère que j'avais choisi, plutôt que celui avec qui j'étais né. Pendant sa semaine à Seattle, nous avons fait de la randonnée sur le mont Rainier, exploré Pike Place Market, et passé des soirées à parler sur mon balcon autour de bières artisanales locales. Il avait quitté un poste réussi dans une société financière de Boston pour me suivre vers l'ouest, acceptant un rôle comparable dans une entreprise de Seattle. Boston devenait ennuyeux de toute façon, a-t-il dit lorsque j'ai exprimé ma culpabilité pour son déménagement. Certaines amitiés valent la peine d'être suivies à travers le pays. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai rencontré Rachel, une photographe indépendante qui capturait le paysage urbain de Seattle avec un œil qui trouvait la beauté dans des endroits inattendus. Notre premier rendez-vous s'est étendu du café au dîner, puis à une promenade de minuit le long du front de mer, parlant de tout, du cryptage des données aux films japonais. Il y avait une aisance entre nous que je n'avais jamais connue dans les relations. Pas de calcul, pas de performance, juste une connexion authentique. J'aime le fait que tu dises ce que tu penses, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Pas de jeu, pas d'arrière-pensée. C'est un développement récent, ai-je admis, et j'ai partagé une version condensée de mon histoire familiale. Plutôt que d'offrir des platitudes ou une sympathie inconfortable, elle a simplement dit, leur perte, avec une telle conviction que quelque chose de serré dans ma poitrine s'est relâché. Avec Rachel, je me suis retrouvé à partager des pensées et des sentiments que j'avais précédemment gardés enfermés, craignant un jugement qui n'est jamais venu.
Alors que ma vie personnelle et professionnelle à Seattle s'épanouissait, des nouvelles de Boston arrivaient par l'intermédiaire de Tyler, qui était devenu mon lien improbable avec les événements familiaux. Ces SMS arrivaient irrégulièrement, chacun offrant un aperçu des conséquences de ma disparition. Tante Patricia et oncle Henry ont dîné avec les Whitmore hier soir, a-t-il rapporté dans l'un d'eux. Apparemment, la mère de Bradley a posé des questions précises sur la raison de ton absence à toutes les réunions de famille. L'explication de tes parents sur ta retraite pour des raisons de santé mentale ne tient plus la route. Un autre SMS révélait, le cabinet de ton père a perdu le compte de la chaîne hôtelière Whitmore. On dit que le père de Bradley a remis en question les valeurs familiales de ton père après avoir entendu des histoires contradictoires sur ton absence. La mise à jour la plus surprenante est arrivée 6 mois après mon déménagement. Stéphanie et Bradley ont invité tes parents à dîner le week-end dernier. Une énorme dispute a éclaté lorsque Bradley a mentionné t'avoir contacté directement. Ta mère a dit quelque chose sur la loyauté familiale, et Stéphanie a apparemment riposté avec « comme la loyauté que vous avez montrée à Julius ». Ils sont partis sans dessert. J'ai reçu cette nouvelle avec des émotions complexes. Il n'y avait aucune satisfaction à voir mes parents faire face à des conséquences sociales, seulement une triste reconnaissance qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Plus surprenante était la défense apparente de Stéphanie à mon égard. La sœur qui s'était toujours alignée sur les valeurs de nos parents développait peut-être une perspective qui lui était propre. Ma suspicion a été confirmée lorsque, 8 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre de Stéphanie. Pas un courriel ou un SMS, mais une vraie lettre manuscrite sur du papier cartonné de couleur crème. Cher Julius, j'ai demandé à papa et maman ce qu'ils t'avaient dit avant le mariage. Au début, ils ont esquivé, disant que tu avais mal interprété leurs paroles. J'ai persisté, et papa a finalement admis qu'ils avaient suggéré que tu n'assistes pas au mariage parce qu'ils s'inquiétaient de la façon dont la famille de Bradley te percevrait. J'étais horrifié. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient dit une chose aussi cruelle. Je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de t'exclure. Quand tu n'es pas venu, ils m'ont dit que tu avais une urgence professionnelle. J'ai seulement commencé à remettre en question leur histoire quand j'ai vu comment ils changeaient leur explication en fonction de qui demandait. J'ai honte qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir ce qui se passait. Vivre dans le monde de Bradley m'a ouvert les yeux sur la toxicité de notre dynamique familiale. Ses parents le traitent, lui et ses frères et sœurs, avec respect, même lorsqu'ils sont en désaccord. Ils célèbrent les différences plutôt que d'essayer de les effacer. Tu me manques, Julius. Bradley te manque aussi, bien que vous ayez à peine eu la chance de vous connaître. Il dit que sa première impression de toi était que tu étais la seule personne authentique dans notre famille. Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec aucun d'entre nous. Mais si jamais tu es ouvert à cela, j'aimerais essayer de construire une relation avec toi. Une vraie cette fois, pas la performance que nos parents ont orchestrée. Avec amour et regret. Stéphanie. J'ai lu sa lettre plusieurs fois, les émotions tourbillonnantes. Il y avait de la blessure qu'elle n'ait pas vu le traitement que nos parents m'infligeaient plus tôt, de la colère pour les années d'isolement que j'avais endurées pendant qu'elles se prélassaient dans leur approbation, mais aussi un espoir fragile que peut-être une relation familiale pourrait être sauvée. Après des jours de réflexion, j'ai répondu par un bref courriel reconnaissant sa lettre et suggérant que nous procédions lentement. La confiance, ai-je écrit, une fois brisée, ne peut être reconstruite que progressivement. Notre reconnexion prudente a commencé par des SMS occasionnels, puis des appels téléphoniques toutes les quelques semaines. Stéphanie a partagé son propre parcours de réalisation de la façon dont les valeurs de nos parents avaient façonné ses perceptions et ses choix, souvent à son détriment. Je pense que j'étais si dur avec toi en grandissant parce que j'étais jalouse, a-t-elle admis lors d'un appel. Tu semblais toujours si sûr de toi, si clair sur ce que tu voulais. J'essayais juste d'être ce qu'il voulait que je sois. Je n'étais pas sûr de moi, l'ai-je corrigé. J'étais juste plus disposé à les décevoir pour être fidèle à moi-même. Alors que l'hiver se transformait en printemps à Seattle, j'ai commencé à consulter une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. La docteure Rivera m'a aidé à reconnaître des schémas dont je n'avais pas conscience, la recherche constante d'une approbation que je ne recevrais jamais, la croyance intériorisée que j'étais en quelque sorte fondamentalement inacceptable, l'habitude de diminuer mes propres besoins pour accommoder les autres. Vous n'avez pas simplement quitté une situation familiale toxique, a-t-elle observé lors d'une séance. Vous avez rejeté un faux récit sur votre propre valeur. C'est incroyablement difficile et incroyablement courageux. Grâce à la thérapie,
j'ai commencé à comprendre que ma décision de disparaître n'avait pas été seulement une réaction de colère, mais une étape nécessaire dans ma propre guérison. Ce qui avait ressemblé à une destruction était en fait le nettoyage du terrain pour une nouvelle croissance. Pendant ce temps, Rachel était devenue une partie essentielle de ma nouvelle vie. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement organisé ma présentation pour être ce que je pensais qu'une partenaire voulait, avec Rachel, j'étais simplement moi. Elle a emménagé dans mon appartement 10 mois après notre rencontre, ajoutant ses livres de photographie à mes étagères et sa collection d'appareils photo vintage à celle de mon bureau. Je n'aurais jamais pensé vivre 23 étages au-dessus du sol, a-t-elle plaisanté en déballant. Mais je te suivrai sur la lune si c'est là que tu décidais de t'installer. La certitude décontractée de son affection me surprenait encore parfois, la façon dont elle me trouvait digne d'amour sans condition ni qualification. Alors que le premier anniversaire de mon départ de Boston approchait, j'ai reçu une autre communication inattendue, une véritable lettre manuscrite de mon père, le poids formel de son papier à lettres et de son encre de stylo plume contrastant fortement avec le contenu étonnamment vulnérable. Cher Julius. Un homme atteint un certain âge et commence à évaluer le travail de sa vie. J'ai toujours tiré fierté de mes réalisations professionnelles, du respect de mes collègues, de l'héritage que j'ai construit dans le monde juridique. Ce que j'ai omis de considérer jusqu'à récemment, c'était l'héritage que je construisais au sein de ma propre famille. Stéphanie a clairement indiqué que ton absence à son mariage n'était pas ton choix, mais le résultat direct des mots que ta mère et moi avons prononcés, des mots dont j'ai profondément honte maintenant. Il n'y a aucune excuse pour dire à son enfant que sa disparition serait un cadeau, aucune. Je pourrais tenter d'expliquer la pression que nous ressentions de la part des Whitmore, les aspirations sociales que nous avions fondées sur cette connexion, mais toute explication ne ferait qu'aggraver le tort. J'ai échoué en tant que père. J'ai échoué à voir tes forces uniques, à célébrer ton chemin individuel, à fournir l'amour inconditionnel qui est l'obligation la plus sacrée d'un parent. Si tu es disposé, je voudrais avoir l'opportunité de m'excuser en personne. Je comprends si tu refuses. Ce que j'ai fait est peut-être impardonnable, mais je veux que tu saches que je reconnais la gravité de mon erreur, et j'en porte le regret quotidiennement. Ton père, Richard Montgomery. La lettre est restée sur ma table basse pendant des semaines. Je l'ai lue à plusieurs reprises, cherchant les sous-entendus manipulateurs auxquels je m'étais habitué dans les communications de mon père. N'en trouvant aucun, je me suis retrouvé avec la possibilité désorientante qu'il regrette sincèrement ses actions. Après mûre réflexion et plusieurs discussions avec la docteure Rivera, j'ai décidé de faire un pas mesuré. Je ne retournerai pas à Boston, mais j'autoriserai une brève rencontre la prochaine fois que je visiterai la côte et pour le travail. Lorsque cette opportunité s'est présentée, j'ai suggéré de rencontrer Stéphanie et mon père, mais pas ma mère, qui n'avait fait aucune ouverture similaire, dans un lieu neutre, un restaurant à Cambridge, loin de la maison familiale et des scènes de conflits précédents. La réunion a été fixée pour mai, 13 mois après que j'ai quitté mon ancienne vie. À l'approche de la date, j'ai ressenti un calme étrange. Quoi qu'il arrive, je n'étais plus la même personne qui cherchait désespérément l'approbation de personnes peu disposées à la donner. J'avais disparu comme demandé, mais dans cette disparition, j'avais finalement commencé à apparaître pleinement à moi-même. Le restaurant de Cambridge était mon choix délibéré, un établissement haut de gamme de la ferme à la table où mon père se sentirait à l'aise, mais qui ne détenait aucune histoire ou association pour aucun de nous. Je suis arrivé en avance, sélectionnant une table dans un coin qui offrait de l'intimité sans isolement. Le maître d'hôtel m'a conduit à ma place avec un signe de tête respectueux, et j'ai commandé de l'eau pétillante en attendant, étrangement calme malgré l'ampleur de la rencontre à venir. Stéphanie est arrivée la première, élégamment vêtue, mais avec une nervosité dans ses mouvements qui me rappelait notre enfance, la façon dont elle gigotait avant les récitals de piano, terrifiée de décevoir nos parents. Nous nous sommes embrassés brièvement, le geste encore peu familier après des années de distance familiale, suivi de mois de reconnexion prudente par téléphone et SMS. « Tu as bonne mine », a-t-elle dit, étudiant mon visage. « Heureux. »« Je le suis », ai-je répondu simplement. « Seattle me convient. » Plus que Boston ne l'a jamais fait, a-t-elle reconnu avec une perspicacité surprenante. Notre père est arrivé 5 minutes plus tard, et j'ai été frappé de voir à quel point il avait vieilli au cours des 13 mois depuis que je l'avais vu pour la dernière fois. Ses cheveux étaient devenus entièrement gris, et de nouvelles lignes marquaient son visage. Il s'est approché de notre table avec une hésitation inhabituelle, l'allure confiante de l'avocat Prosper n'étant nulle part évidente. « Julius », a-t-il dit, sa voix légèrement chevrotante. « Merci d'avoir accepté cela.
Nous nous sommes installés dans une conversation maladroite sur des sujets neutres, la réputation du restaurant, le printemps anormalement chaud, mon vol depuis Seattle. L'échange superficiel a continué pendant l'entrée, aucun de nous n'étant tout à fait prêt à aborder l'éléphant dans la pièce. Finalement, au moment où notre plat principal est arrivé, mon père a posé sa fourchette et a pris une profonde inspiration. « Je te dois des excuses », a-t-il dit, sa voix ferme mais étouffée. Ce que ta mère et moi t'avons dit avant le mariage de Stéphanie était impardonnable. Nous avons donné la priorité aux apparences sociales plutôt qu'à notre propre fils. Il n'y a aucune justification à cela, et je ne tenterai pas d'en offrir une. La franchise de sa reconnaissance m'a surpris. Je m'attendais à des équivoques, peut-être une tentative de minimiser ou de recadrer leurs paroles. Au lieu de cela, il a continué avec une honnêteté inébranlable. Nous nous sommes trompés sur tant de choses, Julius. Nous nous sommes trompés de valoriser l'approbation des Whitmore plutôt que ta présence. Nous nous sommes trompés de traiter tes réussites comme étant en quelque sorte inférieures au succès conventionnel. Nous nous sommes trompés d'essayer de te modeler en quelqu'un que tu n'étais jamais censé être. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé? Il a jeté un coup d'œil à Stéphanie avant de répondre. Plusieurs choses. La réaction des Whitmore, pour commencer. Le père de Bradley m'a appelé dans son bureau la semaine après le mariage et m'a demandé sans détour, quel genre de père exclut son fils du mariage de sa fille. Apparemment, Bradley lui avait dit la vérité après que Stéphanie se soit confiée à lui. Il n'aurait pas fallu un jugement extérieur pour que vous reconnaissiez que vos actions étaient mauvaises, ai-je noté. Non, il n'aurait pas fallu, a-t-il convenu. Mais ce n'était que le début. Après que tu aies disparu, vraiment disparu, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous avions perdu. Non pas l'appartement que tu as vendu ou les connexions financières que tu as rompues, mais toi. Ta perspective, ton intégrité, ton refus de compromettre ton authenticité malgré l'immense pression. Stéphanie a tendu la main à travers la table pour toucher la mienne. Julius, quand j'ai découvert ce qu'il t'avait dit, tout a changé pour moi. J'ai commencé à voir toute notre enfance différemment. Comment il t'avait toujours traité comme en quelque sorte déficient, alors que tu étais juste différent de ce qu'il voulait. Cela m'a fait remettre en question chaque valeur qu'il m'avait inculquée. Ton absence a créé un vide qui nous a forcés à nous examiner nous-mêmes, a ajouté mon père. Et ce que nous avons vu était profondément inconfortable. J'ai absorbé leurs paroles, cherchant la piqûre familière de la manipulation, mais trouvant à la place ce qui semblait être un remords sincère. Néanmoins, des années de conditionnement me rendaient méfiant. J'apprécie les excuses, ai-je dit avec prudence. Mais les mots sont relativement faciles. Vous m'avez dit de disparaître de la famille pour toujours. J'ai pris cela au sérieux, et j'ai construit une nouvelle vie de l'autre côté du pays. Cela ne peut pas être annulé par une seule conversation. Nous ne nous attendons pas à ce que ça le soit, a dit mon père. Je ne demande pas le pardon ni que les choses reviennent à ce qu'elles étaient. C'est impossible. Et franchement, les choses n'allaient pas bien avant. J'espère simplement que nous pourrons commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, avec des limites appropriées et le respect de qui tu es réellement. Sa reconnaissance des limites m'a semblé significative, un concept que l'ancien Richard Montgomery aurait rejeté comme de la condescendance émotionnelle inutile. Peut-être y avait-il eu un réel changement. Notre conversation s'est poursuivie à travers le dessert et le café, plongeant plus profondément dans des souvenirs douloureux spécifiques qui nécessitaient une reconnaissance. Mon père a écouté sans se défendre alors que je décrivais l'effet cumulatif d'années de rejet subtil et de critiques manifestes. Stéphanie a partagé ses propres réalisations sur la façon dont elle avait été complice de la dynamique familiale, s'alignant souvent avec nos parents contre moi pour assurer sa propre position d'enfant modèle. Au moment où nous avons quitté le restaurant 3 heures plus tard, quelque chose avait changé. Pas une guérison miraculeuse ou une réconciliation instantanée, mais une fissure dans le mur de la rupture, à travers laquelle de nouvelles possibilités pourraient éventuellement émerger. « Ta mère veut te voir », a dit mon père alors que nous nous tenions sur le trottoir à l'extérieur. Mais je lui ai dit que ce serait entièrement ta décision, selon ton calendrier, si jamais cela se produit. Ce respect pour mon autonomie était peut-être l'indication la plus claire que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne suis pas prêt pour ça, ai-je dit honnêtement. Je comprends, a-t-il répondu. Et je crois que c'était le cas. De retour à Seattle, j'ai partagé l'expérience avec Rachel alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes olympiques dans des nuances de rose et d'or.
Penses-tu que tu te réconcilieras complètement avec eux un jour, a-t-elle demandé. Je ne suis pas sûr que complètement soit possible, ai-je répondu. Mais peut-être que nous pourrons construire une nouvelle relation qui reconnaisse le passé sans en être emprisonné. Et est-ce ce que tu veux? J'ai considéré sa question attentivement. Ce que je veux, c'est vivre authentiquement sans le poids de leurs attentes ou de leur désapprobation. S'ils peuvent respecter cela, alors oui, j'aimerais une forme de connexion familiale. Sinon, j'ai déjà prouvé que je peux m'épanouir sans cela. Rachel m'a serré la main. C'est la différence maintenant. Avant, tu avais besoin de leur approbation. Maintenant, tu es prêt à accepter leur présence, mais seulement à des conditions qui honorent qui tu es vraiment. Sa perspicacité a cristallisé quelque chose d'important. Ma disparition n'avait pas été seulement un acte de rupture, mais de récupération de soi. En m'éloignant, j'avais trouvé le courage de me définir à mes propres conditions. Au cours des mois suivants, de nouvelles connexions timides se sont formées. Les appels téléphoniques hebdomadaires avec Stéphanie ont évolué en un véritable soutien fraternel. Des courriels occasionnels avec mon père se concentraient principalement sur des sujets neutres, mais s'aventuraient parfois dans un territoire plus significatif. Aucun contact avec ma mère, qui restait incapable ou peu disposée à reconnaître son rôle dans ce qui s'était passé. 6 mois après notre rencontre à Cambridge, Stéphanie et Bradley sont venus visiter Seattle. Leur montrer ma nouvelle vie, mon appartement avec ses vues spectaculaires, mon bureau chez Horizon Tech où j'étais maintenant un cadre supérieur respecté, les endroits locaux où j'étais connu par mon nom, a semblé boucler la boucle. Ils ont rencontré Rachel, et nous avons passé un week-end tous les 4 à explorer la ville et la beauté naturelle environnante. Lors de leur dernière soirée, alors que nous partagions une bouteille de vin de Washington sur mon balcon, Bradley a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Tu sais, quand j'ai rencontré ta famille, je pensais que tu étais l'élément bizarre. Maintenant, je réalise que tu étais juste le premier à être assez courageux pour rompre avec un schéma toxique. Stéphanie a suivi ton exemple, à sa manière. Ma sœur a hoché la tête. C'est vrai. Te regarder choisir toi-même, ton moi authentique, au lieu de leur approbation, m'a donné la permission de tout remettre en question. Je travaille encore dessus, mais je deviens meilleur à reconnaître quand je fais des choix pour leur plaire, contre des choix qui correspondent à mes propres valeurs. Cette nuit-là, après leur départ pour l'hôtel, Rachel m'a trouvé en train de regarder de vieilles photos de famille que j'avais gardées dans une boîte, mais que je regardais rarement. Deuxième pensée, a-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit, j'apprécie juste le voyage. Il y a 1 an et demi, ils m'ont dit que le plus grand cadeau que je pouvais offrir était ma disparition. Ils n'avaient aucune idée qu'en disparaissant de leur récit, j'apparaîtrais enfin pleinement dans ma propre vie. J'ai remis les photos dans leur boîte, ne les jetant pas, mais les mettant dans la bonne perspective. Elles étaient des artefacts d'un passé qui m'avait façonné, mais qui ne me définissait plus. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique en Californie, un poste prestigieux qui ferait progresser ma carrière de manière significative. Dans le passé, j'aurais pu m'inquiéter de la façon dont un tel déménagement affecterait ma réconciliation familiale fragile. Maintenant, j'ai évalué l'opportunité uniquement sur ses mérites pour ma croissance professionnelle et mon bonheur personnel. Lorsque j'ai accepté le poste, j'en ai informé mon père et Stéphanie de manière factuelle, sans anxiété quant à leur réaction. La réponse de mon père fut simple, « Félicitations. Cela semble être une adéquation parfaite pour tes talents. » Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de suggestion subtile que je m'éloignais encore plus des obligations familiales. Alors que Rachel et moi nous préparions pour notre déménagement en Californie, j'ai réfléchi à la profonde vérité que j'avais découverte à travers ce voyage douloureux. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir est le courage de disparaître des perceptions limitantes des autres, afin que nous puissions enfin apparaître authentiquement dans nos propres vies. La famille dans laquelle je suis né m'avait demandé de m'évanouir. Mais en le faisant, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la capacité de me tenir fermement dans ma propre vérité, entouré de personnes qui me valorisaient exactement tel que j'étais, non pas malgré mes différences, mais à cause d'elles.